Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo, l'échec de la zététique, où on essaye de comprendre pourquoi les zététiciens n'arrivent pas à convaincre leurs interlocuteurs alors même que c'est eux qui ont raison. Retenez vos commentaires haineux car aujourd'hui nous allons mettre le doigt sur l'une des grandes faiblesses de la zététique, faiblesse que j'avais par ailleurs très succinctement abordée dans une précédente vidéo dans laquelle je comparais le zététicien à un plan euclidien en train d'essayer d'expliquer à une sphère que deux droites ça peut pas se croiser. Eh bien, la raison pour laquelle j'ai fait cette comparaison, c'est parce que le zététicien base sa réflexion sur des axiomes, c'est-à-dire des vérités inavouables parce qu'elles sont tout simplement indémontrables. Et oui, le zététicien réfléchit à partir d'affirmations qu'il ne peut pas démontrer. Et ces affirmations, elles découlent toutes d'un seul principe que vous avez lu dans le titre, qui est le matérialisme méthodologique. En effet, le matérialisme méthodologique s'appuie sur deux axiomes totalement indémontrables, donc les deux secrets inavouables des zététiciens. La première, c'est qu'il n'existe qu'une seule et unique version de la réalité. Il ne peut pas y avoir plusieurs réalités à la fois. Et la deuxième, c'est que cette réalité a des conséquences vérifiables. Et ces deux principes sont appliqués continuellement par les sceptiques alors même qu'ils ne s'en rendent pour la plupart pas compte. C'est-à-dire que c'est une véritable grille de lecture sur les faits et sur le monde, grille de lecture qui est très bien symbolisée par Hygiène Mentale, qui a cette espèce de filtre au-dessus de son cerveau là. Et ce filtre, en fait, eh bien, c'est le matérialisme méthodologique. Il ne peut pas exister plusieurs versions de la réalité, il n'existe qu'une réalité, et cette réalité a des conséquences qu'on peut vérifier et revérifier sans cesse. Donc c'est la fameuse testabilité des hypothèses. Alors je sais déjà ce que vous allez me dire. Il peut exister plusieurs versions de la réalité, alors au-delà d'un univers multidimensionnel et tout ça, ça on va éviter tout ce qui est science-fiction, on va rester dans très terre à terre. Mais vous connaissez très certainement cette image. Donc cette image où on voit deux petits personnages en train de se disputer sur est-ce que c'est un 6 ou un 9 qu'ils voient dessiné par terre. Et vous allez me dire du coup, il peut y avoir deux versions de la réalité. Il peut y avoir une version de la réalité où c'est un 6 et une version de la réalité où c'est un 9. Eh bien non. Non, pas pour le zététicien. Pour le zététicien, il n'y a qu'une seule version de la réalité. Soit l'artiste a dessiné un 6, soit l'artiste a dessiné un 9. Et après, c'est les deux petits personnages qui se battent pour savoir si c'était l'un ou l'autre. Ou alors il est possible que l'artiste ait dessiné volontairement quelque chose d'ambigu pour troller nos petits personnages. Mais en tout cas, il n'existe qu'une seule version de la réalité, et ça s'applique à tout. Vous voyez comme cette grille de lecture, comme ce filtre agit sur les thèmes chers aux zététiciens. Donc pour ma part, en ce moment, je suis dans ma période cryptozoologie. Alors si on parle par exemple du monstre du Loch Ness, eh ben, le premier filtre, c'est qu'il n'y a qu'une réalité, c'est-à-dire que le Loch Ness, ça peut pas être à la fois un truc qui ressemble à un plésiosaure comme on voit sur certaines photos, ou un truc qui ressemble à un serpent comme on voit sur d'autres photos, ou un truc qui ressemble à un dinosaure comme le premier témoignage qui a rapporté l'existence du Loch Ness, enfin le monstre du Loch Ness, pardon, je fais des raccourcis. Le monstre du Loch Ness se promène sur le sol, il a des pattes, il a un long cou, bref c'est un dinosaure, c'est pas un plésiosaure dans le premier témoignage. Donc voilà, il ne peut y avoir qu'une seule réalité à la fois, et du coup, et ma grille de lecture sceptique m'oblige du coup à être méfiant, puisque déjà on me donne un fait qui a plusieurs réalités, qui impliquerait plusieurs réalités, que le monstre du Loch Ness soit en réalité trois choses différentes. Et à côté de ça, c'est une réalité qui est censée avoir des conséquences vérifiables. Or, Nessie n'a aucune conséquence vérifiable. Il laisse pas de crotte, il laisse pas de dents, il laisse pas d'os, il laisse rien. Voilà, et on le voit pas. Sauf quand il est flou. Donc voilà comment marche cette grille de lecture sceptique sur un phénomène paranormal comme le monstre du Loch Ness. Vous prenez Bigfoot, c'est la même chose. Il y a plusieurs types de témoignages. Bigfoot ne peut pas être à la fois une sorte de primate qui ressemble à un gorille, comme la plupart des gens le décrivent, ou une sorte d'Indien d'Amérique super grand, comme le premier témoignage ayant rapporté l'existence du Sasquatch a décrit Bigfoot. C'est pas possible, les deux ne peuvent pas être vrais à la fois. Et encore une fois, Bigfoot ne laisse aucune conséquence derrière lui au-delà du doute raisonnable. Tout ce qu'on a pu retrouver de Bigfoot, les poils, les ongles, les fragments qu'on a pu retrouver de Bigfoot étaient soit des faux, soit appartenaient à d'autres espèces. Les empreintes de pas qu'on a retrouvées de Bigfoot, pour la plupart, étaient des fausses, ou attribuables à d'autres animaux. Donc, voilà, c'est un animal qui est sans conséquences vérifiables. Donc, il n'obéit pas à ces deux vérités inavouables, ces deux axiomes.
Voilà, une autre application comme ça de cette grille de lecture, c'est celle des anciens astronautes qui auraient construit les pyramides. Donc bon, au-delà d'être d'un racisme consommé, mais j'ai déjà expliqué tout ça, hein, cette théorie des anciens astronautes et des pyramides, là, elle implique qu'en gros, parce qu'un mec européen n'est pas capable de comprendre comment on a construit les pyramides, ça veut dire que personne d'autre pouvait construire les pyramides, et encore moins un peuple d'arriérés. Bah non, non, je suis désolé, non, c'est d'un racisme consommé, ça. Donc ces anciens astronautes, voilà, ils seraient venus, ils auraient construit les pyramides, mais ils n'auraient pas laissé une clope tomber, voilà. Une réalité sans conséquence, une fois de plus. Donc voilà, ils n'ont pas laissé une clope tomber, ils n'ont pas laissé un seul élément technologique que les Égyptiens n'étaient pas déjà capables de faire derrière eux, alors qu'ils sont capables de voyager à travers le temps, l'espace, les dimensions, quelle que soit votre interprétation des anciens astronautes. Et une fois de plus, il ne peut pas y avoir plus de deux... Et une fois de plus, il ne peut pas y avoir plus d'une réalité à la fois. Les anciens astronautes ne peuvent pas avoir construit ou fait construire les pyramides, et on peut pas avoir à côté de ça des restes archéologiques qui montrent qu'il n'y a que les Égyptiens qui construisaient les pyramides. Donc voilà, encore une fois, encore un exemple. Mais après, il y a aussi des exemples sur des choses beaucoup plus, on va dire beaucoup plus graves, beaucoup plus concrètes, genre l'homéopathie. Voilà, l'homéopathie, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux déjà, c'est pas des théories paranormales à 2 francs. Donc l'homéopathie, on arrive très bien aussi à reconstituer quel est le filtre des zététiciens face à l'homéopathie grâce au matérialisme méthodologique. Donc il n'existe qu'une seule version de la réalité. Or l'homéopathie, qu'est-ce que les gens disent? Ils disent ouais, ça marche pas selon les scientifiques, mais sur moi ça marche. Ce qui implique donc qu'il existe 7 milliards de versions de la réalité dans le cas de l'homéopathie. Donc une par personne sur Terre. Voilà, si tout le monde se met à dire oui mais sur moi ça marche, ça veut dire qu'il y a 7 milliards de versions différentes. Donc non, il n'y a qu'une seule version, et la version retenue par les zététiciens, c'est l'homéopathie n'a pas d'effet démontré scientifiquement par les tests cliniques et les méta-analyses, mais par contre les gens ont la perception que ça marche. Voilà, la réalité telle que retenue par les zététiciens. Pareil pour les OGM, il n'existe qu'une réalité, les OGM sont dangereux ou non pour la santé. Et la réalité retenue par les zététiciens, c'est qu'effectivement les OGM ne sont pas dangereux pour la santé, il y a juste Cyralini qui a fait un papier super effrayant pour se faire mousser. Donc voilà, ça c'est la réalité sur les OGM. Bon, à côté de ça, les OGM sont dangereux pour d'autres raisons. C'est voilà le brevetage du vivant, le monopole des multinationales agroalimentaires, etc. Bon, bref, les OGM sont alarmants pour autre chose, mais en tout cas pas au niveau de la santé. Voilà. Donc voilà, c'est ça la grille de lecture du zététicien, et cette grille de lecture qui est basée sur ces 2 axiomes, donc ces deux éléments de réflexion qui ne peuvent pas être démontrés, mais qui au final sont constamment utilisés. Et du coup, quelle est la solution? Quelle est la solution pour devenir crédible, alors même que nous basons, nous autres zététiciens, ou nous autres sceptiques, si vous préférez vous appeler sceptiques, ou rationalistes, comment fait-on pour se débarrasser de ces axiomes? On s'en débarrasse pas. Voilà, déjà première chose, on ne s'en débarrasse pas, c'est notre grille de lecture, le matérialisme méthodologique. Nous sommes matérialistes, les choses doivent être matérielles. Alors comment on pourrait faire du coup pour s'arranger autour de cette vérité, de ces 2 axiomes? Eh bien, peut-être commencer nos discussions quand on s'engage dans un débat par dire dans ma version du monde à moi, qui est basée sur le matérialisme méthodologique, dans ma vision du monde à moi, dans laquelle on peut considérer que les objets sont matériels et peuvent donc être testés, observés et mis à l'épreuve, et ont des conséquences vérifiables donc, eh bien j'infère que, ou bien je déduis que, mais bon, voilà, ça fait écrire un pavé à rallonge au début de chaque argument, donc ça... c'est vraiment pas pratique, hein. Déjà pour une part c'est pas pratique, de 2 c'est extrêmement maladroit parce que vous perdez votre audience dès la première phrase, et puis de 3 il y a un truc tout simple, hein. C'est que la vérité, mes très chers amis, c'est que s'il y a une partie de notre univers qui est immatérielle, qui ne répond pas à ce matérialisme méthodologique justement, s'il y a une partie de cet univers qui est immatériel, qui est non testable, car il n'a aucune conséquence qui peut être vérifiable ou sensible à nos perceptions, je suis désolé, mais cette partie de l'univers, elle nous intéresse pas. Elle nous intéresse pas parce qu'elle n'a aucun intérêt, elle n'est pas sensible, elle n'a pas de conséquences sur nos vies. Alors de toute façon, même s'il y a une partie de l'univers qui ne nous est pas sensible, de toute façon, on s'en fout. Donc voilà la solution, c'est que le matérialisme méthodologique, on devrait l'appliquer par défaut, parce que de toute façon, s'il y a des parties de notre univers qui n'y répondent pas, eh bien ils n'ont aucun intérêt pour nous autres misérables humains qui ne pouvons pas ressentir cette partie de l'univers. Vous voyez ce que je veux dire?
Bon voilà, c'était ma petite réflexion sur le matérialisme méthodologique. Je vous laisse m'écrire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.